Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici les grands titres. C'est la grande question que tout le monde se pose dans la lutte contre la Covid. Existe-t-il des thérapies prometteuses et si oui, à quel horizon seront-elles disponibles? La directrice de recherche en immunologie du CNRS à l'hôpital Cochin, Morgane Bomsel, sera notre première invitée. On a tous une âme de collectionneur en nous, tous ou presque. Le nouveau musée national propose aux collégiens des ateliers destinés à forger leur regard sur l'art. Guillaume Aubry, artiste collectionneur en résidence à Monaco, les a guidés. Reportage à suivre. Il a pris les rênes de l'école supérieure d'art plastique à la rentrée dernière. Sa formation et son parcours l'ont conduit à l'école du Louvre et aux Beaux-Arts de Paris notamment. Thierry Levier sera avec nous pour nous présenter les différentes filières qui sont proposées au pavillon Bozio et ses ambitions à ce poste qu'il a accepté sans hésiter. La musique Renaissance à l'honneur, à l'initiative de la direction des affaires culturelles. L'ensemble israélien Profeti della Quinta a donné un concert à la chapelle de la Visitation, reprenant des chants italiens d'époque. Le départ du rallye Monte-Carlo sera donné le 20 janvier prochain, mais l'édition 2021 se prépare déjà, et notamment du côté des commissaires qui ont pris part à une journée de formation pour être fin prêt le jour J. Une équipe de Monaco Info s'est même glissée dans la peau des participants. Mais débutons ce journal avec toutes les questions que vous vous posez certainement sur la Covid. Des thérapies vont-elles voir le jour dans un avenir proche? Les variants vont-ils jouer les perturbateurs en permanence sur le front de l'épidémie? Y a-t-il des personnes plus résistantes que d'autres? Pour nous éclairer, nous accueillons la directrice de recherche du CNRS à l'hôpital Cochin, Morgane Bomsel. Bonsoir. Bonsoir. On parle beaucoup aujourd'hui de la vaccination encore et nous y reviendrons lors de cet entretien. Mais avant toute chose, peut-être une lueur d'espoir, est-ce que des pistes thérapeutiques prometteuses se dessinent ? Oui, il y a plusieurs traitements qui sont développés actuellement, certains même qui pourraient être préventifs, surtout au niveau de combinaisons d'anticorps monoclonaux qui sont en essai clinique et qui pourraient, si les résultats sont concluants, être sur le marché dans le courant de l'année prochaine. Bon, il n'en reste pas moins qu'à ce jour, la vaccination est toujours présentée comme la seule véritable arme imparable contre le virus, c'est bien cela ? La difficulté de combattre le Covid, je crois, et le fait qu'il faille protéger la population mondiale. Il ne s'agit pas de protéger d'une seule maladie qui n'affecterait qu'un groupe de gens. Il s'agit de protéger l'ensemble de la population. Ce vaccin n'empêche pas d'être contaminé. Il prévient de formes graves. Or, tous les vaccins que nous connaissions par le passé, tétanos, polio, étaient censés permettre d'éradiquer la maladie. Alors, est-ce qu'il est juste de parler de vaccin ? Oui, bien sûr, parce que d'abord, vous ne pouvez pas dire que le vaccin ne prévient pas de l'infection. Il prévient pour 50%, donc un cas sur deux de l'infection. Et finalement, tout le monde a la grippe dans sa vie, une fois ou l'autre, plusieurs fois. Le problème n'est pas tellement d'attraper le Covid, le problème est de développer à la suite de cette infection un Covid grave. Au-delà des anti-vaccins, certains commencent aussi à montrer une certaine forme de lassitude face aux rappels dont on annonce qu'ils pourraient être nombreux. Là aussi, c'est un mal nécessaire, ces rappels ? C'est un mal nécessaire et peut-être ces personnes qui critiquent la vaccination ont peut-être oublié qu'elles-mêmes ont très sûrement été vaccinées avec plusieurs rappels quand ils étaient enfants contre les maladies, la polio comme dont vous parliez, le tétanos. Relativement récemment, on a allongé le délai entre deux rappels pour le tétanos, diphtérie, tétanos, polio, DTP que tout le monde a eu, et les gens de plus de 25 ou 30 ans ont eu un rappel tous les 10 ans. Donc, bon, et puis personne ne faisait attention à ça.
Et puis vous, tout particulièrement, Morgane Bobsell, chercheur CNRS à l'hôpital Cochin, je sais que vous étudiez aussi des pistes possibles de vaccins. Alors là, c'est lié aux muqueuses au nez, c'est cela? Absolument. Nous travaillons sur le VIH et avons développé des vaccins actifs au niveau des muqueuses génitales qui permettent de protéger de la transmission sexuelle du virus. Mais ici, il s'agit de la COVID, dont le lieu de pénétration dans l'organisme est le nez. Et il y a plusieurs études en cours, en phase clinique, qui ont développé des vaccins qui seraient applicables par spray nasal au niveau du nez et qui, sur des modèles animaux, ont montré une efficacité redoutable. Cette vaccination permet d'induire une réponse immunitaire, anticorps, au niveau local, juste au site d'entrée du virus. Et puis dans ce vaste dossier Covid, il y a aussi les fameux variants qui sont des mutations du virus. Alors Delta a été redoutable, aujourd'hui apparaît Omicron. Est-ce que les mutations de virus ne font que les renforcer ou est-ce qu'elles peuvent aussi également les altérer leur degré de dangerosité? Ce variant Omicron a acquis encore plus de mutations que le variant Delta par rapport à la souche ancestrale de Wuhan, développée en 2020. La conséquence est que ce variant Omicron s'attache mieux aux cellules qu'il va infecter ensuite, et de ce fait, le virus se propage beaucoup mieux. Cependant, on n'a pas observé d'augmentation de la sévérité de la maladie induite par ce variant Omicron. On le sait, nous ne sommes pas tous égaux face au virus, notamment les immunodéprimés bien sûr, mais il y a des personnes qui peuvent effectivement se révéler extrêmement résistantes. C'est une question de résus, de genre ou pas du tout? À quoi peut-on attribuer cette résistance? Il y a probablement plusieurs facteurs qu'on ne comprend pas encore tout à fait bien. On peut penser qu'effectivement, il y a visiblement un problème de genre. Les hommes sont plus atteints que les femmes. On pourrait attribuer ça au fait que le système immunitaire est également un petit peu différent par rapport au genre, que les chercheurs commencent à étudier et à comprendre, et qui pourrait bien avoir un rôle là-dedans. Merci Morgane Bobsell pour toutes ces réponses qui ont trait aux questions les plus fréquentes actuellement sur la Covid. Bien, je vous remercie. Au revoir. Le premier point info de cette édition, Christine Datomel nous rejoint. Une réunion virtuelle du groupe à l'ONU des Amis du Sport, coprésidée par les représentations permanentes de Monaco et du Qatar, s'est tenue avec la participation du président du Comité international olympique et du représentant permanent de la Chine, dont le pays accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Christine Da, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Effectivement, une réunion qui aura permis à l'Assemblée générale d'adopter le même jour la résolution intitulée « Édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport à l'idéal olympique ». L'an passé, malgré un contexte sanitaire difficile, les Jeux olympiques ont quand même pu se tenir à Tokyo, ainsi que les préparatifs de ceux de Beijing. Le CIO était engagé à travers de nombreux partenariats pour promouvoir le développement durable et l'action climatique. Dans son intervention, l'ambassadrice de la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies, Isabelle Picot, a rappelé que le CIO jouait un rôle de chef de file incontournable, ajoutant que la solidarité et l'esprit d'équipe devaient guider notre réponse collective face aux défis rencontrés. Retour sur le 6e forum régional de l'Union pour la Méditerranée qui vient d'avoir lieu à Barcelone.
Ce forum s'est tenu en présence des ministres des Affaires étrangères et des hauts représentants des 42 pays membres de l'Union pour la Méditerranée. À cette occasion, le conseiller de gouvernement des relations extérieures et de la coopération a rappelé les nombreuses actions de la coopération menées par la principauté en Méditerranée, que ce soit dans le domaine de l'environnement, du climat, des énergies durables ou encore de l'inclusion sociale au bénéfice des plus défavorisés. Enfin, les participants ont souligné l'importance de l'économie bleue sur l'énergie et sur l'environnement et de l'action pour le climat. On est tous, au fond de nous, un petit peu collectionneurs. Pour les amateurs ou les professionnels, les enjeux de la création d'une collection sont les mêmes. Le nouveau Musée national de Monaco a invité pour la deuxième fois dans 2 classes de 6e un artiste collectionneur en résidence. Alexandra Pani et Olivier Bonello ont suivi l'un des ateliers autour des représentations des couchers de soleil. Courser le soleil, une course effrénée que poursuit chaque collectionneur. Trouver le meilleur support, le plus original et surtout le plus rare. Tel est l'objectif des adeptes des collections. Après Oriol Villanova et ses cartes postales en 2019, c'est au tour de Guillaume Aubry de questionner les élèves de 6e aux notions d'inventaire, de conservation et de marché liées à la pratique de la collection. On propose aux élèves de travailler autour de la collection de Guillaume, pour qu'ils comprennent qu'eux-mêmes sont des collectionneurs évidemment en puissance, et qu'ils comprennent à la fois la pratique de ce qu'un artiste peut mettre en place avec sa collection, et ce qu'est un musée également, puisqu'un musée lui-même collectionne évidemment. Et donc c'est l'enjeu pour nous que de les former à cette problématique. Une problématique qui parle à ces élèves, ils se sont aisément prêtés au jeu. On nous a demandé de prendre des images soit sur internet ou qu'on a dans nos photos, de coucher de soleil et de les envoyer à la professeure. Et comme ça, au moins, on explique ce qui nous intéresse dans ces photos et on apprend un peu plusieurs sortes d'art. L'art abstrait, l'art figuratif. Lui-même se définit comme artiste collectionneur. Il réalise en ce moment une thèse sur les couchers de soleil et a sorti un ouvrage intitulé Sunset Cocktails. Guillaume Aubry intervient à plusieurs reprises au sein de ces 2 classes de 6e des collèges Charles III et FANB. On a commencé les premières séances en parlant de cette question de collection, de ce que eux déjà collectionnent, parce qu'ils admettent être une collection, donc beaucoup collectionnent les cartes à jouer, enfin les choses voilà, qu'on peut s'échanger en plus au collège, dans la cour, etc. Ils ont souvent des parents, des grands-parents qui collectionnent des cactus, des tortues, des hiboux, voilà. Donc on a beaucoup parlé de ça. On a regardé ensuite quelques articles Wikipédia pour le coup qui référencent toutes ces collections qui ont quasiment tout un nom. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de nom pour les collections de couchers de soleil, alors que c'est une des collections peut-être les plus répandues. On en a tous dans nos téléphones. Donc on a le set de table, le mug, les casquettes, voilà. Les photos de vacances aussi, les photos souvenirs, pour du coup fabriquer l'image qui va illustrer l'article Wikipédia qu'on va écrire ensemble et qu'on va poster sur le site. Une contribution à la longue liste des collections diverses et variées déjà existantes, mais où les couchers de soleil manquaient à l'appel. Lors des 2 prochaines et dernières séances, les élèves devront donc trouver un nom à leur collection et la publier sur Internet. Vous pourrez voir le résultat de leur travail sur la toile. La création artistique, justement, comment l'encourager ? Comment la guider aussi? Depuis des décennies, le pavillon Bozio accueille sur le Rocher des étudiants talentueux qui ne demandent qu'à exprimer leur goût pour l'art. Et pour aider ces pousses à éclore, un nouveau directeur a été nommé en septembre à la tête de l'École supérieure d'art plastique. Il succède à Isabelle Lombardo. Bonsoir Thierry Levier. Bonsoir. Vous êtes en poste depuis la rentrée, mais pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de vous rencontrer, une petite présentation qui parle d'ailleurs d'elle-même. Votre parcours vous a conduit sur les bancs de l'école du Louvre et de l'école du Magasin, la voie royale en quelque sorte. Oui, royale, en tout cas un parcours qui est à la fois lié à la pratique de l'exposition au Magasin. C'est une école qui forme des commissaires d'exposition. Et puis ensuite à l'école du Louvre où effectivement là c'est plus théorique, c'est l'histoire de l'art plus académique. Et l'art vous a pris tout jeune, comme on dit ? Non, pas si jeune que ça, mais relativement jeune. Disons que en tout cas, j'ai commencé à travailler assez vite après mes études. Oui, quand j'avais peut-être 23 ans, quelque chose comme ça, j'ai tout de suite commencé à travailler pour un festival d'art qui s'appelle le Printemps de Septembre, qui est le festival d'art de la ville de Toulouse.
Et avant votre arrivée en principauté, vous étiez en poste aux Beaux-Arts de Paris. Donc déjà, vous étiez animé par cette volonté de transmission, d'enseignement? Oui, alors en fait, quand je travaillais à l'école des Beaux-Arts de Paris, je n'étais pas directement en charge de l'enseignement, je m'occupais des expositions. J'étais responsable des expositions et en fait, mon activité principale, c'était plutôt une activité de commissaire dans les salles qui sont sur les quais de Seine aux Beaux-Arts de Paris. Puis dans un deuxième temps, en fait, sous le mandat de Jean Deloisy, on m'a proposé de créer une filière qui s'appelait métier de l'exposition et qui là était très directement liée à des questions d'enseignement puisqu'il s'agissait de former des étudiants en licence à tous les métiers périphériques à l'exposition, c'est-à-dire les métiers de régie, de production, de médiation, le commissariat d'exposition, la scénographie, etc. Et donc là, c'est la 3e année d'existence de cette filière déjà. Et là, effectivement, il y avait un petit groupe d'étudiants en licence qui était une quinzaine, et puis une résidence pour de jeunes commissaires qui faisaient leurs premières armes aux Beaux-Arts de Paris, c'est-à-dire qui commençaient aux Beaux-Arts à monter leurs toutes premières expositions. Donc on a fait ça pendant 2 ans, et puis là, ça continue. Et parallèlement à ça, j'avais créé aussi un séminaire spécialisé en scénographie d'exposition. Donc un séminaire qui s'intéressait à l'histoire de la scénographie, qui est une discipline qui était assez peu enseignée dans les écoles d'art françaises et qu'on a co-organisé avec l'école d'architecture Paris-Malaquais, qui se trouve sur le même site que les Beaux-Arts de Paris. Donc par exemple, la semaine prochaine, on aura Anne Dressen, qui est la conservatrice du musée d'art moderne de la ville de Paris, qui viendra parler depuis Monaco. Et puis, alors, nous l'évoquerons plus largement dans quelques instants, toutes les missions du pavillon Bozio. Mais vous n'avez pas hésité une minute lorsque cette opportunité s'est présentée? En fait, ce qui était très intéressant pour moi, donc, comme je vous disais, j'étais certes dans une école d'art, mais pas dans des missions directement liées à l'enseignement. Et je ne souhaitais pas forcément passer pleinement dans des questions de pédagogie et d'école. Mais la particularité du pavillon Bozio, c'est qu'en fait, l'école est spécialisée en art et scénographie. Ce qui fait qu'elle a un lien très fort avec à la fois le spectacle et l'exposition. Et donc, pour moi, c'était particulièrement intéressant. Disons que je n'aurais pas forcément foncé vers une autre école d'art, mais le pavillon Bozio, parce qu'il a un statut un peu particulier dans le paysage des écoles d'art, c'est ça qui m'intéressait en premier lieu. Et lorsque l'on parle d'enseignement dans le domaine artistique, ce n'est pas un peu délicat parce qu'il faut qu'il y ait du talent en face, un talent presque inné? C'est vrai. Je ne sais pas à quel point l'art peut s'enseigner. C'est un débat antédiluvien. On ne sait pas, est-ce que un bon artiste, c'est un artiste qui a été formé dans une bonne école? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait des dispositions et qui s'est formé presque en dépit de ce qu'on lui a appris? C'est une optique que revendiquent certains. Je pense que néanmoins, dans une école d'art, on peut quand même donner donner dans les mains des étudiants quelques cartes qui sont intéressantes. On peut leur faire comprendre comment fonctionne le monde de l'art, à défaut de leur faire comprendre ce qu'est l'art, parce que c'est une chose assez insaisissable. En tout cas, le monde de l'art, c'est quelque chose de relativement structuré. C'est important de comprendre comment ça fonctionne, de leur donner aussi les précédents, c'est-à-dire leur montrer qui sont les grands artistes, quelle est l'actualité de l'art, quels sont les enjeux de l'art d'aujourd'hui, etc. C'est des choses dans lesquelles on peut les accompagner. Et puis peut-être aussi, il y a des outils encourager la créativité. Alors encourager la créativité, ça c'est absolument, il y a un rôle presque de coach, quoi. Faut motiver les étudiants. Il y a une question de confiance. Des fois, c'est pas facile quand on est tout seul. Alors, dans le contexte d'une école, on est très accompagné. Il y a le suivi par les professeurs. Il y a tout ce qui vient nous nourrir, les voyages, les rencontres, tous les intervenants, etc. Donc oui, c'est plutôt créer un terrain favorable. En fait, on peut pas réellement. Je sais pas jusqu'à quel point on peut enseigner l'art. En tout cas, on peut créer un terrain qui soit favorable, un terrain qui soit peut-être moins solitaire que celui que pourront connaître ensuite les artistes quand ils seront face à eux-mêmes dans la pratique de l'atelier. Il y a quelque chose d'ici aussi, il y a une sorte d'émulation collective, il y a une réflexion, une sorte de débat continu au sein de l'école, et tout ça, c'est des choses qui sont passionnantes, je pense, pour les étudiants. Et une question qui pourrait être formulée par un élève de terminale, peut-être, quels sont les prérequis pour intégrer le pavillon Bozio ? Le concours est assez simple. En fait, il y a des épreuves comme dans toutes les écoles d'histoire de l'art et d'anglais, enfin des épreuves un peu générales. Et puis ensuite, c'est beaucoup. Ce qui est le plus important, c'est l'entretien avec l'apprenti artiste. Il faut faire preuve d'une grande motivation, parce que être artiste, c'est peut-être le métier le plus difficile. Et donc, il faut que déjà, avant même de rentrer, de mettre les pieds dans l'école, il faut déjà qu'il y ait cette volonté très affirmée de devenir artiste. Merci Thierry Levier, nouveau directeur du pavillon Bozio, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, merci pour votre invitation.
Nous restons dans le registre culturel, mais avec de la musique cette fois. Une musique bien particulière, la musique Renaissance. La direction des affaires culturelles a proposé une série de concerts qui lui étaient dédiés à la chapelle de la Miséricorde. Après la musique Renaissance franco-flamande, c'est l'Italie qui a été mise à l'honneur avec l'ensemble israélien Profeti della Quinta. C'est un reportage de José Sacré et Serge Prémont. Jeudi 2 décembre, la direction des affaires culturelles de Monaco a organisé à la chapelle de la Miséricorde un second concert de musique de la Renaissance et pour cela avait invité l'ensemble Profeti della Quinta. Cet ensemble, fondé en Galilée, en Israël, par le chanteur et claveciniste Elam Rotem, est aujourd'hui basé à Bâle, en Suisse, et se produit dans le monde entier, de l'Europe à l'Amérique du Nord et de la Chine au Japon. En se concentrant sur le répertoire des XVIe et XVIIe siècles, Profeti della Quinta a pour but de créer des représentations vivantes et expressives de la musique d'alors pour le public d'aujourd'hui, tout en donnant de l'importance à la pratique de la performance historique. Tonight we devote the program to the art of the madrigal, the Italian madrigal actually, which is a very beautiful way of enriching poetry. They take poetry and they put it on a plate of harmony, and using the harmony they can amplify the emotions found in the poetry. If the poem is sad, the music will make it even sadder, and if it's happy, it will be happy. Cette nouvelle façon d'exprimer la poésie et ses affects en musique, introduite par Cipriano de Rore, a ouvert la voie à la formation d'un nouveau langage musical et aux premiers opéras de Monteverdi notamment. Une conférence portant sur 2 lieux emblématiques a été donnée au Théâtre des Variétés sous l'égide de l'AMCA lundi soir. Ces 2 lieux, Crissinda, sont la maison d'Émile Zola et le musée Alfred Dreyfus. Oui, dans cette conférence, Björn Dahlström a évoqué la restauration de la maison d'Émile Zola à Médan et la place que cette dernière a tenue dans la vie de l'écrivain, figure du mouvement naturaliste et auteur de J'accuse, et également bien sûr fervent défenseur du capitaine Dreyfus. Philippe Auriol, quant à lui, a présenté le projet muséographique du musée Dreyfus sur la base d'une question primordiale. Comment montrer l'affaire? Une réflexion qui a permis un petit détour en revenant sur l'engagement d'un acteur souvent oublié et pourtant essentiel, le prince Albert Ier de Monaco, car si les expéditions scientifiques du prince sont connues de tous, moins connu est le rôle important qu'il joua dans le camp des Dreyfusards. Une exposition consacrée à la montagne et à la tempête Alex est actuellement à découvrir à la Galerie des Pêcheurs. Une 40aine de photos à découvrir jusqu'au 2 janvier dans les allées de la Galerie des Pêcheurs à l'initiative du photographe Jean-Pierre de Bernardi, président de l'association Art Photo Monaco et en collaboration avec la direction de l'environnement. Cette exposition intitulée « La montagne retrouvée » se veut en hommage aux habitants des vallées sinistrées par la tempête Alex en octobre 2020. Noël approche, à partir de demain mercredi, vous pourrez vous élancer à la découverte du chemin des crèches à Monacoville. Oui, un chemin des crèches toujours très attendu et désormais traditionnel depuis sa création, voici 8 ans. Au fil du chemin, les crèches de différents continents seront à découvrir dans les meurtrières et sur le haut des grandes portes de la rampe Major, ainsi que sur la place du Palais, laquelle offrira cette année 2 thèmes pédagogiques aux visiteurs. Une 50aine de crèches offrira des matériaux naturels tels que le bois, la paille, le tabac, la toile de jute, la laine ou encore la cire, la pierre et même des coquillages et du chocolat noir. Les commerçants joueront également le jeu en présentant des vitrines sur le thème écologique de la mer. Samedi après-midi, à noter qu'aura lieu également une animation organisée par les commerçants où petits et grands découvriront des ateliers dans les ruelles du Rocher. Et puis une belle initiative, la marque Alter Design a organisé un défilé de mode caritatif dans le tunnel Riva. Pauline Ducruet, créatrice de la marque, a organisé un défilé exceptionnel au profit de Faitets Monaco et de Écoute Cancer Réconfort sur le thème de l'estime de soi. Un défilé particulièrement émouvant par la présence des mannequins affiliés et bénévoles.
Une partie des bénéfices générés lors de ce défilé sera reversée au profit des deux associations. À moins de 2 mois du coup d'envoi du rallye Monte-Carlo et du Monte-Carlo historique, le comité d'organisation et le corps des commissaires de l'Automobile Club viennent d'effectuer une journée de formation. Cet entraînement a plusieurs objectifs, d'autant plus que le WRC entre la saison prochaine dans l'ère de l'hybride. Émilie Rousseau s'est prêtée au jeu en participant à cette formation. Un reportage réalisé avec Thomas Deus et Clélia Renaud. Le CRIC, le circuit routier d'information des commissaires, est au rallye ce que le stage des commissaires est au Grand Prix. Il s'agit d'une formation pratique afin de passer en revue les acquis du directeur d'épreuve jusqu'au simple commissaire. La réglementation évolue, nous remettons toujours à jour et nous vérifions les capacités de nos hommes à comprendre, à interpréter les textes et à les appliquer. C'est très strict et ils sont notés vraiment avec des appréciations et après on en tire des conclusions. Si quelqu'un n'est pas bon, eh bien on va le mettre de côté obligatoirement. Strict mais nécessaire car l'Automobile Club de Monaco a un statut à respecter. Son corps a été retenu comme étant le meilleur au monde par la FIA. C'est surtout pour visionner la position et tout ce qui a trait aux commissaires de route qui doivent être exactement situés là où c'est prévu. Et en plus je suis le premier concurrent théorique. Puisque la voiture zéro, c'est son rôle, c'est d'être en condition de course. Donc les commissaires sont déjà un peu plus conditionnés quand on arrive. Moi, a priori, je sais comment ça se passe, donc je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Pour réviser ses gammes, l'ACM avait organisé un véritable rallye avec 3 spéciales dans les hauteurs de la Principauté. Et pour tester le corps, nous nous sommes mis en situation. Nous aussi, nous prenons le départ de cette répétition grandeur nature. Mais avant cela, un petit briefing s'impose avec notre copilote. Là, c'est le carnet de pointage similaire, voire identique à ceux qui seront utilisés lors du rallye Monte-Carlo WRC et rallye Monte-Carlo historique. Donc en fait, à chaque point de passage, le copilote devra montrer ce carnet au commissaire afin d'inscrire l'heure de départ à laquelle il pointe et son heure d'arrivée. Direction La Turbie pour le départ de la spéciale. Une fois arrivé sur place, tout est méticuleusement noté par notre copilote en raison des mesures sanitaires, mais aussi par le commissaire qui, à l'issue de la journée, remettra son carnet à la direction de course. Au moins, tout est noté par écrit et ça peut permettre d'avoir des preuves à l'appui en cas de contestation pour la direction. Ce jour-là, les commissaires de l'ACM ont également été sensibilisés aux nouvelles normes, procédures et mesures de sécurité qui seront mises en place dès 2022 avec l'introduction des toutes nouvelles WRC hybrides. La FIA s'adapte, on implémente des nouvelles réglementations, des nouvelles générations de voitures. Et avec ça, on a effectivement des règles de sécurité. Et notamment sur les bénévoles, j'insiste là-dessus, sans qui rien ne pourrait se passer. Et c'est notre devoir de les protéger. Mais d'un point de vue FIA, notre devoir, c'est d'aider les clubs, les organisateurs de rallye, à avoir les outils qui leur permettent de gérer leurs bénévoles et de les informer. Le corps est désormais fin prêt à 2 mois des prochaines échéances, à savoir le 90e rallye Monte-Carlo et le 24e rallye Monte-Carlo historique. Passons aux prévisions météo pour la journée de mercredi. Crisinda, à quoi devons-nous nous attendre ? Un temps à rester sous la couette, Patricia. La journée de mercredi sera fraîche et nuageuse et pluvieuse. Les températures n'excéderont pas les 11 degrés et ne descendront pas en dessous de 7 degrés. Le soleil se lèvera à 7h49 et se couchera à 16h54. Mercredi, nous fêterons l'Immaculée Conception. Au chaud donc de préférence, merci Crisinda. Nous nous retrouvons demain à 19h pour un nouveau journal. Nous nous quittons sur des photos de fin d'édition appétissantes et de circonstances. Noël s'accompagne non seulement des traditionnels cadeaux, mais aussi de savoureuses gourmandises. C'est sur ces images que je vous souhaite une très belle soirée.